Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce mercredi 28 août, on commence avec ce meurtre. Un père tue son fils sous fond de conflit familial. Hier, vers midi et demi, un homme de 25 ans a été blessé par balle, touché au thorax et à l'abdomen. Le jeune homme a été évacué au CHC, mais est déclaré décédé à l'hôpital. Son père est interpellé et placé en garde à vue. Les précisions avec Alice Hartemann. Le drame s'est déroulé à la suite d'une altercation entre un père et son fils. Selon le parquet de Cayenne, le père âgé de 59 ans avait eu une nouvelle dispute avec son fils en raison notamment de l'inactivité de ce dernier. Durant la querelle, le fils aurait menacé de mettre fin à ses jours et à ceux de son père. Selon la procureure par intérim de Cayenne, Clarisse Tarou, le père aurait tenté de se défendre. Le père, dit-elle, s'est rendu dans sa chambre et voyant que son fils le suivait, il aurait pris peur et s'est saisi d'une carabine dans un placard. En se retournant, l'arme à la main en direction de son fils, il aurait fait feu accidentellement. Fin de citation. La carabine 22 long rifle à répétition manuelle, vraisemblablement utilisée pour commettre les faits, a été saisie, ainsi que 2 étuis vides, 2 ogives écrasées et 2 munitions non percutées, retrouvées dans la chambre du père. Le fils était également porteur d'une arme de poing de calibre 9 mm. L'auteur présumé de l'homicide, un adjoint au maire de Cayenne, a été interpellé et placé en garde à vue. Durant l'interrogatoire, il déclare qu'il n'aurait pas vu son fils porteur d'une arme au moment des faits et qu'il aurait tiré de manière intempestive. Il n'a pas contesté être à l'origine des tirs, mais a déclaré ne pas s'en souvenir. L'enquête, initialement confiée au service territorial de police judiciaire de Cayenne pour tentative de meurtre, a été requalifiée en meurtre car la victime a succombé à ses blessures, malgré sa prise en charge rapide par les secours. Et puis, autre drame, on parle de l'interpellation d'un homme pour violence conjugale. Ça s'est passé lundi. Un enfant a contacté la police car sa mère était en train de subir des violences de la part de son conjoint. L'homme était ivre, la frappait au visage et avait tenté de l'étrangler. Il a été interpellé puis a été placé en garde à vue pour tentative d'homicide aggravé par un état d'ivresse manifeste. Des milliers de personnes à la veillée de Tati Léodate hier soir. Une veillée culturelle s'est tenue au Zéphyr. Léodate Saïbou, de son vrai nom, a sans doute eu un hommage à l'image de ce qu'elle avait toujours souhaité. Un départ dans la tradition, la convivialité et la joie. C'est d'ailleurs le groupe carnavalesque Cassialata qui a accompagné le cercueil de Tati Léodate dans la salle du Zéphyr. S'en est suivi un recueillement privé réservé à la famille. À 19h30, place au témoignage de la famille, des amis et autres personnalités publiques. Et la soirée a pris fin par un bal convoi populaire. Une veillée que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne et nos réseaux sociaux avec Joey Barthélémy qui a récolté de nombreux témoignages. Parmi eux, des artistes phares du carnaval que Tati a longtemps mis en lumière dans son émission Fouyaya Vaval sur KKC puis ACG. On écoute Stéphane Sainte-Foy, président de Cassialata, Annie Jean-Claire et Clara Nugent des Mécènes et Victor Clette des Blue Stars. C'est Léodate issue de la rénovation urbaine. Cassialata est née à la rénovation urbaine. Elle nous a vu naître. Alors il fallait quand même qu'on l'accompagne pas plus tard que l'an dernier pour la saison carnavalesque 2023. Tassi, elle nous a aidés pour le mémorial Myrto du Bois. Et lorsqu'on a décoré et tout, on a profité. Elle nous a dit venez prendre des plantes. On a pris des plantes devant chez elle. Elle nous a aidés. Voilà. Tati, c'est comme ça. Quand les mécènes commençaient à jouer côté Nana, en 82, après balle bien sûr, c'est la soupe privée. Il parlait beaucoup de monde. Bernard, Hugo, Jean-Claire. Nous c'est ça ce trio favori. Parce que c'est une belle. Je retiens l'image d'une personne vraiment déterminée, en joie, vraiment, toujours avec cette espèce de joie de vivre. Et puis c'est une femme de conviction. Je suis très heureuse d'ailleurs qu'on lui rende hommage ce soir, et parce qu'elle comptera toujours. Sur ACG, c'est une émission que je suivais, je ne vais pas te mentir. Je rentrais à la maison pour pouvoir suivre son émission. Surtout, je savais qu'elle m'aimait tellement, elle passait son temps à me filmer chez Nana. Même quand on a commencé chez Nana, elle était vraiment avec nous. Elle nous a soutenus, elle nous a aidés énormément. Donc, vraiment, elle a fait le nécessaire. Retrouvez l'intégralité des hommages sur la page Facebook de Radio Pays. Les obsèques ont eu lieu cet après-midi avec une cérémonie religieuse à la cathédrale Saint-Sauveur, puis l'inhumation a eu lieu au cimetière de Cayenne-Cabassou. Lancement officiel des Jeux paralympiques ce soir, mais avant d'être rallumé au jardin des Tuileries, la flamme a traversé la capitale.
Et ce n'est pas une, mais 12 flammes paralympiques qui ont traversé la France depuis son départ de Stoke Mandeville en Angleterre dimanche 25 août, le berceau du sport paralympique. Elles sont passées par 50 villes avant de toutes converger vers Paris ce mercredi. La flamme a pris le chemin des lieux incontournables comme la place de la Nation, Bastille, les Invalides ou encore l'UNESCO. 7 relayeurs se sont succédés au sein de l'établissement de l'ONU, vice-champion paralympique en para-athlétisme sur 100 et 200 mètres en 2004 à Athènes et premier relayeur, le français Clavel Kayitare, né au Rwanda, aimerait que ces jeux permettent de développer le parasport partout dans le monde. C'est un moment historique pour la France, sachant que c'est les premiers Jeux paralympiques qui sont organisés en France. Et c'est aussi un moment de partage et d'inclusion pour les personnes en situation de handicap. Je pense qu'on est en bonne voie et ces Jeux-là vont donner un moteur sur notre société actuelle, sur les personnes en situation de handicap. Les pays occidentaux ils sont plus en avance sur la pratique du parasport. Et depuis que j'ai commencé le haut niveau, j'ai vu l'évolution. Il y a certains pays d'Afrique qui n'avaient pas d'athlètes. Aujourd'hui, il y a des para-athlètes qui sont sur ces Jeux-là et qui n'étaient pas. Donc on avance dans le bon sens et pas mal de pays, quand on regarde l'histoire du paralympisme, quand ça a commencé, il y avait quelques pays, donc il y avait une quinzaine de pays. Donc, et là, on en a une centaine. L'entraide a aidé les pays du tiers-monde, j'ai envie de dire, de se développer dans ce milieu-là. Clavel Kayitare, vice-champion paralympique, il répondait à Étienne Cornec, notre envoyé spécial pour les Jeux paralympiques à Paris. Retrouvez d'ailleurs Étienne Cornec et son compagnon Capi dans Chrono Olympique dès lundi. Et puis à noter que 1,8 million de billets ont été vendus pour ces Jeux paralympiques. Parmi eux, des groupes de Guyanais, notamment des élèves des collèges de Soula, de Geny-Téléboué, de Saint-Laurent-du-Maroni, des jeunes de la ville de Cayenne ainsi que de la mission locale. Tout autre chose, c'était il y a presque un mois, jour pour jour, le 27 juillet, un violent incendie a ravagé près de 80% du quartier d'habitat informel du Mont-Baduel. Depuis, les sinistrés ont été abrités provisoirement dans 3 gymnases, le temps de trouver un hébergement. Seul le gymnase du collège Justin Cataillé est encore occupé par des centaines de sinistrés qui devront libérer les lieux avant la rentrée scolaire. Hier, le président de la CTG, Gabriel Serville, et la maire de Cayenne, Sandra Trochimara, se sont rendus sur les lieux où reste un amas de débris de tôle, de bois, de déchets, ainsi que quelques habitations épargnées par les flammes. La CTG, propriétaire du terrain, entend, dans un premier temps, continuer à mobiliser ses services pour contrôler le site afin d'éviter la réinstallation d'habitations. Au terme de l'enquête judiciaire, il s'agira pour la collectivité de créer un parc paysager incluant un parcours de santé. Mais quid de la question du relogement des sinistrés? Sur place, nous avons rencontré un habitant qui a souhaité garder l'anonymat. Il témoigne des difficultés à trouver un emploi et un logement correct adapté à ses faibles revenus. Déjà, le problème de logement en Guyane, c'est même les Guyanais le subissent. C'est trop cher. Un loyer ici, un studio, c'est au même prix qu'en métropole. Donc, si on trouvait en tout cas 200 euros, 250 euros, voire 150 euros pour se loger déjà, un petit studio, un petit truc, je pense que ces trucs-là, ces genres de trucs-là, il n'y aurait pas ça. Mais même si on loge, par exemple, ces personnes qui sont en difficulté, par la suite, leurs enfants qui vont venir, ils vont avoir besoin d'un logement. Ça sera le même problème. Donc moi je dis que déjà en Guyane, il ne manque pas de terrain. Mais le problème il est politique. C'est même pas question, on dit ouais, ceci, cela. C'est politique. La France doit prendre ses responsabilités. Les Guyanais même. Donc ils font des efforts, ça on comprend. Si on traite les Haïtiens comme il faut, quand ils sont dans un territoire français, je pense qu'on n'aura pas ce problème. Moi j'habite ici, pourquoi? Parce que les salaires, pas bon, le travail c'est difficile. En Guyane on sait très bien. Le boulot c'est pas donné. C'est au filon, les Guyanais le savent très bien. Si t'as pas de filon, c'est rarement de trouver un bon travail. De son côté, la CTG envisage d'accompagner les familles à la veille de la rentrée scolaire, mais rappelle que la question de l'immigration est de la compétence de l'État. C'est vraiment problématique et les gens devront quitter le gymnase Cataillé au plus tard le 1er septembre. C'est un délai qui est extrêmement court parce qu'on aura besoin du gymnase pour les activités d'éducation physique et sportive des élèves. Mais on est face à une situation humanitaire tellement grave, tellement profonde qu'il n'est pas question qu'on les fasse sortir comme ça par la force. Je pense notamment à ces 500 enfants qui vont devoir faire la rentrée dans les conditions les meilleures possibles. Nous avons envisagé d'accompagner les familles de ces enfants qui
qui ont tout perdu dans l'incendie pour leur permettre d'acheter les fournitures scolaires dont ils auront besoin. Mais pour l'instant, on est vraiment focus pour que ces enfants-là puissent retrouver le chemin de l'école avant toute chose. Nous sommes toujours en intention de parole avec le préfet, avec le président de la République. Vous savez qu'actuellement, il n'y a pas de gouvernement à Paris et ça retarde les échéances, ça retarde la prise en main de cette problématique. Mais toujours est-il que notre premier objectif, c'est de faire en sorte que les enfants puissent retrouver dans les meilleures conditions possibles le chemin des écoles. Pour rappel, le président de la CTG et la maire de Cayenne ont alerté de la situation migratoire dans une lettre ouverte adressée au président de la République. On termine en Haïti. L'ONU constate un envol des violences sexuelles contre les femmes déplacées. Des milliers de femmes et de filles déplacées par les violences des gangs qui gangrènent Haïti et plus précisément la capitale, Port-au-Prince. Entre mars et mai 2024, le nombre de cas de violences sexuelles a augmenté de plus de 40%. Près de 4000 cas de violences, viols et agressions sexuelles ont été rapportés, principalement commis par des membres de gangs. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre radio. L'info continue sur le site internet et les réseaux sociaux de Radio Pays. En radio, retrouvez dès 6h du matin demain Victor Zamit. En attendant, passez une très belle soirée à notre écoute.